sort d'un épisode canicule, il pleut dehors et il fait gris, mais rassurez-vous, les pistonnés sont bien là pour vous remonter le moral, le petit bonbon pour bien commencer la semaine. On est ravis de vous retrouver sur First Team Sport, la plus belle des chaînes bien évidemment, avec notamment le duo, les inséparables Tic et Tac, Hamza Ramani, Brice Germain. C'est le mano à mano, le Ayrton Senna à l'improviste un petit peu des émissions Formule 1. Ça vous va comme comparatif, les gars? C'est un peu beaucoup, je trouve. Non, c'est un peu beaucoup. Je trouve ça pas assez, moi. Oh là. Il y en a un qui est humble et il y en a un autre qui est prétentieux. C'est pour ça qu'on les aime autant. Ils sont inséparables, Il est à la fois très différents. C'est vrai. Excuse-moi, il y a des performances qui ont parlé sur la piste. Après, je suis bien. J'avais oublié que c'était le 3e meilleur pilote de l'histoire, c'est vrai, pardon. Les gars, vous sortez d'un week-end tout à fait particulier. Vous étiez aux commentaires notamment du Grand Prix de France historique. Est-ce que vous vous êtes régalé? Merci et félicitations d'ailleurs à Automoto la chaîne d'avoir fait confiance à deux personnes de qualité comme vous. Vas-y, je t'en prie. Bah écoute, oui, on a vu les modèles incroyables des années 70, 90, 2000, on a réécouté les V10. On s'est régalé aux commentaires, mais toi aussi tu t'es régalé aux commentaires normalement. Oui, c'est vrai. Fais ton autopromo. Moi, je suis vraiment humble en fait. Mais oui, tous les pistonnés étaient bien sûr mobilisés tout au long de ce week-end et on remercie Automoto la chaîne de nous avoir permis justement de prendre ce plaisir, ce petit cachet et cachou de nostalgie bien évidemment, parce qu'on a vu des voitures des années 70, 90, 2000 concernant la Formule 1, des F2, des F3, des Formules Renault, des Formules Ford. On a même vu une voiture, toutes les voitures avec lesquelles quasiment Ayrton Senna a été primé. Bref, c'était un grand plaisir. Les pistonnés, vous le savez, c'est 3 rendez-vous à chaque week-end de Grand Prix. Ça a commencé hier sur les antennes de Winamax. On a fait une superbe émission concernant Fernando Alonso. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Mais n'oubliez pas, bien sûr, ces 3 rendez-vous. Le dimanche sur Pole Position, le lundi le débrief. Et puis, on se retrouvera aussi mercredi pour un superbe débat avec notre invité de choix, de marque. On n'est pas peu fiers de t'accueillir aujourd'hui sur ce plateau et on n'en fait jamais des caisses, mon cher Isaac Adjar. Comment vas-tu? Mec, ça va très bien. Ouais. Heureux d'être là. Ouais. Et je suis prêt à découvrir tout ça. Hein. Je suis chaud. Eh bien écoute, on nous a dit que tu avais une culture sport automobile et Formule 1 qui était très intéressante, donc on va te solliciter dans cette vidéo pour prendre un petit peu tes avis sur la Formule 1. Juste avant de commencer, je voulais qu'on parle un peu avec toi de l'accompagnement que fait la Fédération française des sports automobiles, puisqu'on rappelle que tu es pilote F3, tu es aussi pensionnaire de la filière Red Bull. On en parlera justement dans la vidéo de mercredi, tu nous expliqueras un petit peu comment travaille la filière Red Bull, mais évoquons l'accompagnement de la Fédé avec toi, notamment la FFSA, le technoparc, de la FFSA Academy. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est déjà? Alors déjà, moi je suis un pur produit de la FFSA. Ça fait depuis 2017, on va dire que je suis vraiment dans cette formation. Donc c'est vraiment, ils détectent et ils forment les pilotes jusqu'au bout en fait. Et donc j'ai commencé déjà par le championnat de France de karting avec eux. Donc c'est vraiment déjà les seuls à avoir leur propre championnat de karting et avoir un championnat de Formule 4. C'est les seuls, déjà c'est les premiers à avoir créé un championnat de France de Formule 4 en fait. Ils ont été copiés ensuite par les autres, mais c'est vraiment les tout premiers. Et sans parler déjà de l'aide financière, il y a tout un système qui est mis autour de nous et qui nous accompagne en fait dans notre projet, quoi. Donc déjà être en équipe de France, ça signifie beaucoup pour moi. Et je peux pas les remercier assez pour ce qu'ils ont fait pour moi. On les remercie, on les félicite et on est très content bien sûr de parler de choses positives concernant notre pays. Juste, si on peut nous remettre sur le barco la très très belle photo justement de l'équipe de France. Ouais. T'es international, moi je le serai jamais, tu vois par exemple. Donc je suis très très fier. Vous deux, vous avez peut-être encore une petite chance. Là voilà cette équipe de France. On reconnaît bien évidemment Adrien David, Théo Pourchère, Victor Martins, Monsieur Isaac Adjar, Monsieur Jean Alési aussi, capitaine de cette équipe de France. Raconte-nous comment notre Jeannot national t'accompagne. Est-ce qu'il te donne justement quelques petits conseils? Comment ça se passe la relation avec lui? Si j'ai besoin de l'appeler là tout à l'heure, je l'appelle quand je veux en fait. Il est dispo, il est là pour nous, il a des bons conseils. Donc voilà, on a de la chance d'avoir quelqu'un comme ça qui est notre capitaine. Et ouais. Exactement. Et on rappelle Jean Alési, bien sûr, vainqueur en 1995 du Grand Prix du Canada. Ça tombe bien, c'est le Grand Prix qu'on va débriefer, bien évidemment, tout de suite. On regarde justement le classement de cette course à l'arrivée avec la victoire de Max Verstappen, où il faut le dire encore une fois. Carlos Sainz qui termine à la 2e place. Lewis Hamilton qui retrouve les joies du podium. Mercedes, bien sûr, dans ce top 5 avec la présence de Russell à la 4e place. Charles Leclerc qui nous a assuré une très très belle remontée et qui s'installe lui aussi également dans ce top 5. 2 Alpines aussi également 6e et 7e place. Ocon devant Alonso.
Et puis on retrouve aussi également deux Alfa Romeo, Valtteri Bottas qui a fini devant Joe, le pilote numéro 2 bien sûr chez Alfa. Et puis à noter quand même Lance Stroll qui est allé glaner 1 point à domicile. Félicitations à l'ancien parrain des pistonnés. Bien évidemment, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas mentionné cette drôle de blague et c'était important bien sûr de le faire. Allez les amis, on perd pas de temps, on lance tout de suite le débrief de cette course. Il y a beaucoup de choses à dire, donc allez-y, jingle s'il vous plaît. Lancement des années 80, vous l'avez bien sûr reconnu, je sais que vous avez apprécié chez vous. Un petit mot déjà, les gars, sur ce Grand Prix du Canada. On avait été privé du Canada pendant 2 ans à cause justement de cette pandémie de Covid-19. Un plaisir de retrouver quand même ce tracé, ce circuit Gilles Villeneuve en pleine ville du côté de Montréal. 230 000 spectateurs étaient présents ce week-end. Est-ce que vous êtes régalés? C'est vrai que la course n'a pas été forcément très emballante. Est-ce que vous étiez content de retrouver la Formule 1 au Canada? Très, très content parce que c'est une piste que j'apprécie. C'est l'une de mes pistes préférées à jouer. C'est le seul moyen de comparaison que j'ai. Je suis pas pilote malheureusement. Donc c'est vrai que sur les jeux vidéo, c'est l'une de mes pistes préférées. À regarder, c'est l'une de mes pistes préférées. Moi j'ai vu le meilleur Grand Prix de ma vie au Canada. C'était en 2011 avec la victoire de Jenson Button, le plus spectaculaire. Il y a toujours une météo qui peut être parfois capricieuse. Il y a toujours une piste. En fait, c'est une piste authentique. C'est une piste authentique avec c'est une punition si tu commets une erreur, tu finis dans le mur, tu finis dans le rail, il n'y en a pas vraiment, mais plutôt dans l'herbe, effectivement. C'est une piste qui respire le sport automobile et la Formule 1. Et comme quoi, on peut faire de l'urbain et de l'authentique. C'est possible, quoi. Cette piste-là. Ça, c'est un message pour Bakou, ça. Non, plutôt pour Miami par exemple. Il y en a beaucoup en fait. Ouais. Mais non, je sais pas, je trouve que c'est un petit morceau de bravoure un peu particulier. Le Gilles Villeneuve, Isaac en parlera certainement mieux que nous, mais j'ai l'impression que c'est un circuit de rythme où il faut tout le temps savoir être dans le sursaut sur les vibreurs, être toujours dans un rythme assez performant. Tu peux rapidement en fait t'y perdre. J'ai l'impression que si tu rates un virage, tu rates le suivant. Enfin voilà, il y a vraiment une sensation où il faut porter un peu les cojones sur cette piste-là. Et personnellement, ouais, je me suis régalé à retrouver le Gilles Villeneuve. En plus, avec la présence moderne du DRS, aujourd'hui, se sortir du DRS demande à être excessivement rapide et t'as toujours un petit peu ce train-là où tu dois vraiment dire allez, casse-toi, j'ai envie de le lâcher derrière, quoi. Donc, non, je sais pas, je l'apprécie énormément cette piste. Et puis l'ambiance. L'ambiance extraordinaire, un circuit bien évidemment de frein, tu l'as dit, où il faut beaucoup de courage. Isaac, t'as jamais couru, je crois, du côté de Montréal. Est-ce que c'est l'un des circuits justement que t'aimerais découvrir à l'avenir? Ouais, déjà, les Grands Prix, ils déçoivent rarement. Ils déçoivent rarement là-bas. Et même sur Simu, moi j'ai pas eu la chance de rouler là-bas. Et sur Simu, c'est vraiment une piste que j'apprécie beaucoup. Et ouais, t'as pas le droit à l'erreur. Et puis j'ai hâte d'y être quand j'y serai en F1. Qu'est-ce qui est différent sur cette piste par rapport au circuit habituel que tu vois par exemple en Formule 3? Qu'est-ce que tu apprécies ou qu'est-ce qui, enfin, je trouve que pour moi, tu vois, moi toutes les pistes, je les prends une par une. Pour moi, elles sont toutes uniques, donc je pourrais pas la mettre dans une certaine catégorie de pistes, tu vois. Mais j'aime beaucoup. C'est un peu une piste où tu vois, tu peux un peu dégommer les vibreurs, un peu comme en kart. Et ça j'aime bien. Ah, tu la manges un peu, tu vois. Tu vas chercher un peu les intérieurs. Il y a moins de côté problème de limite de piste là. Enfin, c'est vraiment genre tu vas la mettre là, tu vas l'asseoir. C'est une piste où tu bourrines un petit peu, mine de rien quand même. Et quand t'es pilote, tu te fais un peu plaisir, je pense, en étant comme ça. Circuit de rythme, bien évidemment. Vous l'avez dit. On te souhaite, Isaac. Eh bien, on aimerait te voir en tout cas du côté de Montréal. Ce serait bon signe pour la suite. Les 4 enseignements de cette 9e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Avec, eh bien déjà, le deuxième enseignement, on évoquera Lewis Hamilton qui se redresse. Il avait mal au dos la semaine dernière. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Il est même remonté sur la boîte sur le podium. On en parlera. Vite, un marabout pour Fernando Alonso. C'est un souhait personnel. Je sais qu'il est partagé aussi également sur ce plateau. Fernando Alonso frustré parce que Fernando Alonso a encore manqué de chance ce week-end. Et puis G.I. Joe, plus qu'un pilote payant, le soldat Joe qui a réalisé le meilleur week-end de sa carrière. Merci Brice Germain pour ce titrail de très grande qualité. Il est fier. Il est fier. Il est fier. Mais on ne perd pas de
temps, on attaque tout de suite sur le premier enseignement. C'est Max Verstappen qui écœure véritablement la concurrence. Il l'a encore fait ce week-end, on va le voir avec ce tableau. Le souverain de Montréal qui a réalisé une pole magistrale, il faut le dire, sous la pluie. Il a collé quand même 6 dixièmes à Fernando Alonso, sachant que les autres pilotes n'ont pas réussi à descendre en dessous des 1,23 ce week-end. Il y a eu les déboires aussi également de Charles Leclerc qui a dû changer son turbo, partir très très loin bien sûr sur la grille. Pérez qui s'est raté en Q2, Pérez qui a dû abandonner sur un problème de boîte de vitesse assez tôt dans la course. Et puis un Max Verstappen qui a été absolument prodigieux lorsqu'il a pu et su résister à Carlos Sainz après que la safety car se soit effacée en fin de course. À l'arrivée, c'est 46 points d'avance pour Max Verstappen sur Sergio Pérez au classement bien sûr des pilotes. 49 points d'avance également sur Leclerc. Et puis une petite question sous-jacente, on fera je pense un débat peut-être davantage en fin de saison si tout va bien pour Max Verstappen. Est-ce que la F1 n'est pas rentrée dans l'ère Verstappen avec cette empreinte statistique laissée depuis mars 2021? On pourrait remonter même un petit peu plus tôt. 16 victoires, c'est une victoire tous les 2 courses depuis le début de la saison 2021. 25 podiums, c'est-à-dire 80% de podiums depuis la saison dernière. Juste un petit élément avant de vous faire réagir sur tout ça, c'est Christian Horner. Regardez ce qu'il disait Christian Horner sur le sujet et sur Max Verstappen. Cette Ferrari était très rapide dans les lignes droites et pouvait donc vraiment attaquer sur les vibreurs. C'est pour ça que Max ne pouvait pas sortir de la zone DRS aujourd'hui, mais il n'a commis aucune erreur. Il est vraiment dans la forme de sa vie. Ça a été un travail incroyable. Christian Horner qui pourrait proposer un octogone à Toto Wolff dans les semaines qui viennent. On restera bien sûr sur ce dossier. Isaac, j'ai tout de suite envie de te lancer. Max Verstappen, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu sur ce week-end? Parce qu'on a la sensation que cette domination Verstappen, elle commence à s'accroître, qu'on est face à un extraterrestre qui est déjà rentré dans les livres d'histoire de la Formule 1. Ouais, pour moi, ça fait pas que depuis ce week-end qu'il est stratosphérique, ce mec. Ça fait vraiment depuis déjà 2 ans, même en 2020, tu vois, il avait juste pas la voiture pour montrer qu'il faisait partie des meilleurs. Enfin, que c'était le meilleur carrément en fait. Mais là, depuis qu'il a la voiture, depuis qu'il y a Adrian Newey qui fait du très bon boulot, je pense sur les prochaines années à venir, ça va être compliqué de le battre. Tant qu'il y aura lui et Adrian Newey, je pense que ça va être très compliqué d'aller les chercher. Et puis, ouais, ça va être chaud. Tu le croises parfois dans les paddocks, Max Verstappen, quand tu es notamment engagé en F3? Est-ce que tu as pu avoir quelques petits échanges avec lui? Ouais, j'ai déjà eu quelques échanges sans plus, mais je sais que il y en a qui peuvent ne pas l'apprécier alors qu'ils ne le connaissent pas du tout déjà, donc c'est triste. Mais ouais, pour le peu que j'ai eu affaire à lui, c'est vraiment un mec bien. C'est vraiment un mec super sympa. Et en plus, c'est vraiment l'un des meilleurs pilotes. Déjà, le mec, il a 26 victoires, hein, déjà. Je crois qu'il est 9e au classement. Ouais. C'est juste... alors qu'il a 24 ans, le mec, c'est juste incroyable. Je pense que c'est le seul qui peut aller chercher les records de Lewis. Et ouais. Les gars, un petit mot. Et c'est vrai qu'Isaac a dit une information importante. Il a dépassé Jim Clark et Niki Lauda ce week-end avec cette 26e victoire. Un mot, il a vraiment écœuré la concurrence. Il écœure peut-être même un petit peu le suspense au championnat du monde. Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est notamment sur la fin de course. À aucun moment, alors que Carlos Sainz avait le DRS et était sous la seconde pendant les 15 derniers tours, à aucun moment je l'ai senti menacé. À aucun moment, au-delà, indépendamment du fait que ce soit Carlos Sainz, sincèrement, tu peux mettre Alonso, Hamilton ou Leclerc derrière. Je trouve qu'il dégage une sérénité, un calme dans sa monoplace. Tu te dis, lui ne fera pas d'erreur. Tu te dis, si tu veux le dépasser, il va falloir que tu fasses un tour parfait, une sortie parfaite pour arriver sur la ligne droite. Mais même avec ça, je suis pas sûr que Verstappen puisse être en difficulté. Moi, ce qui me sidère sur ce week-end, c'est qu'au-delà du week-end quasi parfait, il y a très peu d'erreurs. Il y a eu cette petite frayeur quand il sort juste derrière Lewis Hamilton après son arrêt. D'ailleurs, il l'a montré qu'il n'était pas forcément content. Mais au-delà de ça, c'est job done, mais tranquille, quoi. Ce que j'ai trouvé, moi, écœurant, dans le sens où rien ne peut l'arrêter, pas dans le sens je suis dégoûté de ce qui s'est passé. Je l'ai trouvé impressionnant sur ce point-là. C'est que je pense que c'est pas du tout le week-end plus facile qu'a eu à gérer Max Verstappen. Mais alors vraiment pas. Quand on voit qu'en essai libre, il fait beau, il domine. En EL3, paf, on voit que l'Alpine est mieux et que Alonso sort un tour de maestria. Il arrive à coller ses 6 dixièmes en qualification sous la pluie et à garantir cette pole alors que
pour le coup, toute la grille est un petit peu rebattue avec l'arrivée de la pluie. Non, lui stabilise, comme il l'avait fait en Belgique d'ailleurs. Il stabilise, il est premier. Il part, il y a ce call après la première VSC qui lui le met dans une situation d'obligation de 2 arrêts. Ensuite, il y a cet arrêt raté de la part de Red Bull qui le fait ressortir derrière Lewis Hamilton. Et ensuite, après la safety car, il repart avec des pneus moins frais que Carlos Sainz. Il a eu des embûches tout le long du week-end. À aucun moment, comme disait Hamza, il n'a été en danger. C'est pour ça que peu importe la diversité des problématiques à laquelle il a été confronté, à aucun moment le favori n'a été autre que Max Verstappen. Et en ça prouve quand même que le gars est au-dessus à l'heure actuelle sur la petite série de Grand Prix qui vient de se passer. C'est que si on avait mis Ferrari à la place, un arrêt raté, on sait très bien ce qui se serait passé. Une qualif sous la pluie, ça aurait pu largement plus rebattre les cartes. Aujourd'hui, Max Verstappen est performant sur le sec, sous la pluie, en difficulté, devant et derrière quelqu'un. Si c'était Verstappen derrière Sainz, lui certainement il serait allé. Il sait s'adapter à toutes les situations et son agilité pour moi sur ce week-end fait preuve du calme dont parlait Hamza suite à ce titre de champion du monde. Et d'autant plus que, comme l'a expliqué Christian Horner dans la citation qu'on vous montrait tout à l'heure, il y a peut-être une petite surprise pour Red Bull, c'est de voir cette Ferrari justement très rapide en ligne droite. On rappelle que Christian Horner disait avant la qualification, on est plutôt serein, on a un rythme, on va dire, un avantage de 3 dixièmes au tour sur les Ferrari, on est vraiment en position de force. Quelque part, ils n'ont pas tremblé malgré cette pression. À chaque fois, dans le premier secteur, sur ces 15 derniers tours, justement, Verstappen collait 2-3 dixièmes en moyenne, parfois 4 dixièmes à Carlos Sainz, pour justement se retrouver dans la situation où, sur la première zone DRS, sur la deuxième zone DRS, sur cette longue ligne droite, et puis bon, sur la troisième qui est anecdotique, sur la ligne droite de départ-arrivée, il n'aurait pas suffisamment... Enfin, l'écart à combler avec Carlos Sainz serait quand même un minimum important. À chaque fois, Carlos Sainz débutait avec 8, 9 dixièmes de retard, très souvent, à l'exception d'une fois, je crois, où il était à une demi-seconde. Mais en fait, Max Verstappen faisait le travail dans ce premier secteur, où justement, il arrivait avec l'agilité de sa monoplace à se défaire, à creuser légèrement l'écart sur Carlos Sainz. Un petit point rapide sur ce début de saison. C'est la première fois de la saison que Max Verstappen mène plus de tours que Charles Leclerc. Ça montre finalement aussi cette constance qui est en train de se dégager. On se souvient de la stat la saison dernière où il avait mené assez largement par rapport à Lewis Hamilton. Au final, ça ne joue à rien. Là, on n'est pas sur la même physionomie de saison. Parce que dans l'impression de beaucoup, on se dit « Ah, mais si Charles n'avait pas eu ses abandons ». Mais au final, Max aussi a eu ses abandons. Et quand tu regardes effectivement les tours menés, c'est en train de s'équilibrer. C'est juste que je pense que beaucoup de monde est resté bloqué sur le fait qu'à Barcelone, il y a eu ça, qu'à Bakou, il y a eu quelque chose, qu'à Imola, il y a eu la 7e place et qu'il y a tellement d'occasions manquées qu'il y a beaucoup qui se disent « Ah, mais Charles devrait leader le championnat depuis longtemps ». Non. Là, ça s'est vraiment rééquilibré, pour le coup. Un petit mot, les gars, sur Carlos Sainz aussi. En fin de course, quand on a vu cette safety car sortir, on s'est dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas le moment de la première victoire de Carlos Sainz ? On a eu la sensation, et Isaac, on va s'appuyer un petit peu sur ton expérience, on a eu la sensation que Carlos Sainz a commis des erreurs au mauvais moment en fin de course pour pouvoir avoir l'opportunité d'essayer de passer justement Max Verstappen. Il lui manque pourtant encore quelque chose, Carlos Sainz, pour aller chercher sa première victoire en carrière ? Moi je pense qu'il va en mettre du temps avant de la gagner. Je vois pas comment à la régulière cette année il peut aller gagner une course, comment aller battre Verstappen, Perez et Leclerc. Pour moi, s'il n'y a pas de fait de course, il peut pas les battre en fait. Pour moi, il a juste pas leur niveau. Il est très bon, mais on parle de Verstappen et Leclerc, ça reste au-dessus pour moi. Et ouais, sur cette fin de course, il a été... Franchement, moi, il m'a pas déçu. On parle quand même de Verstappen devant. Le mec, il a été habitué à l'année dernière à défendre sur du Lewis Hamilton, donc je pense que ça l'a un peu aidé. Et non, pour moi, Sainz, à part les 2 derniers tours où il craque, tu vois, sous la pression, il voit que sa première victoire, elle est en train de s'envoler. Mais franchement, il a fait 15 tours pour moi très solides. Après, ouais, Verstappen, 0 erreur. Mais non, pour moi, c'est pas là où il m'a déçu. Franchement, je trouve sur ce week-end, donc, globalement, il a été bon. Mais alors, Isaac, toi qui dépasses comme un malade mental à Imola, à l'extérieur, comme un fou furieux, qui prend tes responsabilités, on va dire. Ah bah oui, parce que franchement, il était maestri à celui-là. Est-ce que tu serais allé à la place de Carlos Sainz ? Je pense que j'aurais fait un meilleur boulot dans le secteur 1, tu vois, pour être un peu plus proche lors du 2e secteur et de la 2e zone DRS. Et peut-être j'aurais tenté un truc.
mais ce serait sûrement pas passé quand même. Tu vois, Verstappen. Mec, on parle de Verstappen sur les freins, le gars. Je pense, même si Sainz il serait porté à côté, il aurait fait quoi sérieusement? T'as deux écoles. T'as l'école Sainz qui justement reste derrière parce que il est pas assez près chaque fois aux zones de freinage et que c'est kamikaze. Et puis t'as l'école Verstappen qui à Monaco en 2019. Même si ça passe pas, ça passe quand même. Ouais, ça passe. À la parisienne, quoi. Tu vois, on se gare en smart, quoi. Moi, franchement, peut-être j'ai l'air d'un fou furieux, mais je vous assure, je suis très réfléchi dans la voiture. J'y serais jamais allé à la place de Sainz. Ce qui est intéressant dans ce que dit Isaac, c'est tu parlais des freins tout à l'heure. C'est là notamment où il a fait la différence en qualification. C'est sur les freins qu'il a pris 6 dixièmes, notamment à Fernando Alonso et à Carlos Sainz, même s'il y a cette erreur de Sainz au niveau du mur des champions. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, et je rejoins Isaac sur Carlos Sainz, c'est que j'ai été limite agréablement surpris par cette fin de course. Je m'attendais pas à ce que sur l'ensemble des 15 derniers tours, il soit à la lutte. Même si j'y ai jamais vraiment cru, je pensais sincèrement qu'à un moment, il allait commettre une erreur plus tôt et que c'est terminé. Ouais. Il sort de la zone DRS et dans ces cas-là, il peut plus rattraper. Et en fait, Carlos Sainz, mine de rien, il est resté jusqu'au bout. Et concernant cette fameuse première victoire qui tarde à arriver, on le disait, je crois, en début de saison, il ne faut pas qu'on soit dans un cercle vicieux où il veut rechercher cette première victoire, du coup il va surconduire et du coup commettre une erreur. C'est ce qu'il a fait hier, il n'a pas forcément surconduit, donc il n'a pas commis d'erreur, il est allé chercher de gros points pour Ferrari, parce que la première place était impossible à aller chercher. Exactement. On passe les gars au deuxième enseignement, il est temps de parler, je crois qu'on va parler d'un de tes chouchous, Isaac, en tout cas d'un personnage que tu apprécies. Je ne sais pas si c'est ton pilote préféré, tu as le droit de ne pas nous répondre, bien évidemment. C'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui avait mal au dos la semaine dernière. On se faisait du souci de savoir s'il serait là du côté du Canada. Bah oui, il était là. Et on l'a retrouvé surtout souriant et soulagé. Cette course qu'il était sevré de podium, notre ami, des Red Bull et des Ferrari qui sont toujours trop rapides pour la Mercedes. Mais on a tenté des réglages différents, nous disait Toto Wolff, pour limiter la traînée. Et mine de rien, ça a eu des résultats puisque à un moment donné dans cette course, Lewis Hamilton était le plus rapide en piste, notamment avant l'entrée de la safety car. Et puis il y a quand même ce constat qui saute aux yeux, c'est Mercedes qui limite encore la casse. Il y a eu cette nouvelle directive de la FIA concernant bien sûr le porpoising et vous savez ces rebonds, ce qu'on appelle aussi également le marsouinage. Alors pas de mise en application, en tout cas tout de suite du côté du Canada. On aura l'occasion d'y revenir et vous pouvez en toucher un mot, bien évidemment, les gars, pour faire de la vulgarisation sur tout ça. Mais on pourrait penser que Mercedes puisse être pénalisée par cette directive. Et mine de rien, Mercedes, c'est l'écurie qui a pris le plus de points ce week-end au Canada. 27 points au total avec la 3e place de Lewis Hamilton et la 4e de George Russell. Et puis il y a eu le mea culpa de Toto Wolff qui nous annonce une nouvelle direction de développement. Alors on serait tenté de penser que Mercedes va pouvoir progresser dans les courses à venir. Je vous mettrai la citation de Toto Wolff dans quelques instants, mais revenons sur ce Lewis Hamilton souriant et soulagé. Qu'est-ce que tu penses un peu du début de saison de Lewis Hamilton, Isaac, et qu'est-ce que tu as pensé sur tout son week-end là? Ça me fait mal au cœur qu'il se fasse un tout petit peu dominé par Russell. Mais bon, je pense que on sait pas tout, franchement, on sait pas ce qui se passe derrière, chez Mercedes. Et ouais, ce week-end, on a retrouvé du Lewis, donc une qualification correcte. Pour moi, il était quand même un peu en dessous de George sur toute la qualif, mais son rythme, franchement, hier sur le sec, c'était vraiment impressionnant. Même, tu vois, sur la relance de safety car à la toute fin, il est pas dans le rythme des deux leaders, mais tu vois, il tient un peu. Il met 4 secondes et demie à George, alors que George était sur des pneus plus frais. Donc pour moi, il a fait un très très gros week-end. Une question justement sur le début de saison de Lewis Hamilton, parce que nous on s'en rend pas compte, à quel point c'est compliqué de piloter une voiture, une monoplace qui ne correspond pas forcément à tes qualités. Déjà, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé en carrière? Après, nous, c'est tellement plus simple que la F1. C'est les formes monotypes aussi, tu vois. Donc tellement. Franchement, nous, un petit coup de barre anti-roulis, un peu d'aile avant, et ensuite on commence à trouver une balance assez stable, et ensuite on est dans le match avec les top teams, tu vois. Là, on parle quand même de changer toute une voiture. C'est autre chose. Donc, j'ai jamais été dans sa position. Je pense que ça doit être très dur, mais il est censé s'adapter plus vite que George, avec toute l'expérience qu'il a. Et George, pour moi, c'est le pilote de l'année avec Verstappen, pour moi. Mais par exemple, tu vois, si toi tu roules avec une F3 qui est réglée aux petits oignons, mais alors vraiment, genre depuis le début de saison, tu la mets où tu veux, elle est sur des rails, et que au bout de 6 mois, tu sais pas ce qui se passe,
mais la voiture, tu trouves plus le bon réglage. C'est un petit peu ce qui se passe dans la carrière de Lewis Hamilton à l'heure actuelle, c'est-à-dire que il a eu un train, un TGV en fait, en termes de stabilité durant des années, et là il la trouve plus. Est-ce que tu penses pas que c'est peut-être plus difficile pour lui justement parce que il a été habitué à avoir 100% de confiance en la monoplace et que là il doit réutiliser entre guillemets des techniques de pilotage et des ressources qu'il n'avait pas utilisées depuis très longtemps, genre 2013 par exemple, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que sur les... Non, en vrai, je suis pas sûr parce qu'en fait, tu vois, tu peux avoir une balance qui te convient, ça m'est déjà arrivé, tu te dis, ouais, là, je suis bien et tout, ensuite, tu vois, le chrono, il te manque 8 dixièmes. Je pense, tu vois, cette année, on va dire, il a les mêmes feelings avec sa voiture et tout, tu vois, et que maintenant, mais il est premier du championnat, tu vois, il éclate tout le monde, alors qu'il a ces feelings-là, tu vois, il va pas se dire, ah putain, on a une voiture toute pourrie et tout. En fait, ce qui te met un peu en dépression quand même, c'est de voir les autres t'exploser. C'est pas. Et ensuite, tu vas aller chercher le pourquoi du comment, mais en soi. C'est vrai que l'an dernier, il avait pas de bonnes sensations avec la monoplace. Ouais, mais pourtant, voilà, il arrivait à la mettre en haut. Pourtant, voilà, c'est ça. Donc là, on parle de petits ajustements. Il peut que maximiser le potentiel de sa voiture, mais. Enfin, il peut pas jouer devant avec ce qu'il a, quoi. C'est juste impossible. On rappelle les gars qu'il y avait deux réglages très différents entre Oui. la voiture bien sûr de George Russell hier en course et celle de Lewis Hamilton. Regardez un peu la déclaration justement de Toto Wolff concernant la performance de ces deux pilotes. Toto Wolff qui s'est félicité d'ailleurs du travail d'équipe. Nous avons besoin de développer la voiture dans une fenêtre différente. Nous étions trop près du sol et clairement ça ne fonctionnait pas. Je pense que nous avons trouvé une direction à suivre pour le développement. Nous nous sommes trompés dans de nombreux domaines, mais nous contrôlons le problème et nous devons nous en débarrasser. La voiture n'est pas géniale, c'est peu dire. Nous devons aborder les courses restantes les unes après les autres, séance après séance, test après test, et malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour régler tout ça. Moi, ce que je comprends à travers cette déclaration de Toto Wolff, c'est ce que tout le monde a compris, c'est que Mercedes ne devrait pas jouer le titre cette année, ni Lewis Hamilton, ni George Russell, on verra bien sûr dans les courses qui viennent, mais semble-t-il, on a compris encore quelque chose, même si on est toujours sur une phase de test. J'ai l'impression que le setup différent entre Lewis Hamilton et George Russell, c'était encore une fois une course qui a servi d'essayer des choses sur cette voiture, et vraisemblablement, on l'a entendu dans la radio d'Hamilton, on va peut-être trouver des petites choses, notamment pour réduire la traînée. Ce qui est sûr et certain, c'est que connaissant Mercedes, c'est pas du genre à faire des courses pour faire de la figuration. Donc s'ils font des courses en 4 et 5e place ou 5 et 6e place, autant qu'ils fassent quelque chose et qu'ils tentent des trucs. Ça leur sert d'essai libre géant depuis le début de saison. Ça paye à certains moments. George Russell a la régularité pour amener les points qu'il faut pour rester en embuscade. Lewis Hamilton tente des réglages beaucoup plus extrêmes, visiblement, de ce que nous disent les gens en inside, et peut-être que tu valides aussi, Isaac. Moi, je pense très sincèrement que c'est la meilleure manière de faire. Plutôt que de s'abattre sur son sort et de s'acharner et de péter un câble au volant et que l'écurie se disloque, parce que mine de rien, quand on a connu que le succès, c'est difficile après, parce qu'on ne connaît pas les gens, on les connaît pas dans les moments difficiles. Là, pour le coup, ils s'apprennent tous, entre guillemets, dans les moments difficiles. Donc, c'est la meilleure manière de faire, à mon avis, et c'est peut-être comme ça que, j'allais dire Ferrari, Mercedes reviendra le plus vite au haut niveau, mais on voit quand même qu'ils trouvent des petites solutions par-ci par-là et qu'à un moment donné, ils vont trouver un package global qui va fonctionner. Mais il va falloir de la patience, quoi, parce qu'avec les budgets capés, je vois pas comment tu peux révolutionner ta position en piste de Bahreïn en 6 mois, quoi. C'est des packages d'évolution et Mercedes va devoir les faire au bon moment et sur les bons aspects. Et puis le Canada, c'était censé être un des circuits compliqués pour Mercedes. Ah oui, c'est vrai. Ils font 3 et 4. Exactement. C'est tout Mercedes qui est résumé encore sur ce week-end avec effectivement une philosophie complètement différente entre Hamilton et Russell, un aileron arrière très chargé pour Russell et beaucoup moins pour Lewis Hamilton. Et effectivement, ce qui est rassurant, je rejoins Isaac, c'est que sur la relance, effectivement, il perdait environ 2 dixièmes au tour sur les 8-10 premiers tours par rapport à Verstappen, qui lui était en train de bombarder parce qu'il avait Carlos Sainz derrière. Donc peut-être aussi qu'il y a cette motivation, le fait de voir deux pilotes. Je sais pas, mais je trouve que le week-end de Mercedes, il est forcément encourageant. Peut-être pas pour la fin de saison, mais au moins pour la compréhension de cette monoplace et voir ce qu'il est possible de faire en 2023. Mais encore une fois, c'est peut-être à la trêve que j'aurai un premier élément de réponse, parce qu'en plus il paraît que Silverstone, ce sera l'une des possibilités de signer un bon résultat à la régulière pour Mercedes. J'attends quand même la trêve avant de me prononcer vraiment sur la possibilité de voir Mercedes revenir dans la course au titre au moins constructeur. Qu'est-ce que t'en penses toi, Isaac? Mercedes, ils peuvent jouer le titre ou pas cette année?
Ou pour toi, c'est déjà. Euh, Je sais que t'as pas de boule de cristal. franchement, j'ai savoir ton feeling. j'ai aucune idée, je sais pas ce qui se passe dans leur équipe et en fait je sais même pas s'ils vont essayer de jouer le titre. ouais voilà, je pense qu'ils se concentrent vraiment sur l'année prochaine, ils se disent que c'est mort. C'est ce que je ferais déjà, mais on sait jamais, hein, tu vois, quand je vois Russell, il est pas loin Il est pas loin du tout, hein. il est pas si loin que ça même de Verstappen. OK, il a quoi, 60 points. Mais 60 points, il reste encore je sais pas combien de grands prix, c'est pas énorme. Si demain il a la meilleure voiture du plateau, il peut gagner le titre, tu vois, c'est Ouais, clairement. Et Toto Wolff l'a dit, il faut d'abord régler les problèmes, et c'est ce que tu disais il y a quelques semaines, il faut d'abord régler les problèmes sur la W13 pour préparer au mieux cette W14. Donc on prépare peut-être déjà l'avenir, mais l'avenir passe bien sûr par le présent du côté de chez Mercedes. Vous l'avez chez lui, bien évidemment. Allez les amis, troisième enseignement, s'il vous plaît, trouvez un marabout à Fernando Alonso. Une numéro 14 absolument maudite, un Fernando Alonso très frustré, intenable en qualification, lui qui a réalisé le deuxième temps en Q3. C'est la première fois d'ailleurs qu'il partait en première ligne depuis 2012, depuis le Grand Prix d'Allemagne. Imaginez, c'était une autre époque, nous n'avions pas le même âge et un petit peu moins de rides. Lui qui n'a pas pu rentrer au stand lors de la deuxième intervention de la Virtual Safety Car. Problème de timing, problème de chance, c'est-à-dire que quand la Virtual Safety Car a été mise en place, lui à ce moment-là était déjà passé devant le pit et n'a pas pu rentrer. Et puis il y a eu le 20e tour avec ce problème moteur qui lui a coûté 8 dixièmes au tour. Il le dit lui-même, ça l'a obligé à conduire comme un kamikaze. Bref, il a été, à force de conduire comme un kamikaze, il a été pénalisé pour avoir zigzagué devant Valtteri Bottas et il finit du coup 9e au final. Et puis un deuxième constat après avoir parlé de Fernando Alonso qui se pose concernant Alpine, qui est quand même la 4e force en termes de rythme, mais une 4e force quand même mal récompensée depuis le début de cette saison. Une belle progression tout au long du week-end pour Esteban Ocon qui a vraiment été tensé notamment en qualification et qui s'est bien rattrapé avec un bon rythme notamment en course. Mais on rappelle que si cette Alpine est plus lente que Red Bull, Ferrari et Mercedes, elle a quand même un avantage, notamment sur McLaren qui est au fond du trou, aussi sur Alfa Romeo qui mine de rien reste en embuscade à 6 points au constructeur. On rappelle qu'Alpine reste derrière McLaren après cette étape canadienne, 8 points derrière. Est-ce que tu as une adresse de marabout, Isaac, pour Fernando Alonso? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que franchement, bon, alors moi c'est vrai que je suis rarement neutre quand je parle de ce garçon-là que j'aime beaucoup, mais on a l'impression qu'il a un problème de chance, de réussite, que même quand tous les éléments s'alignent, on va dire, du vendredi au samedi, le dimanche, badaboum, c'est la catastrophe, et qu'il y peut pas grand-chose en définitive. ouais, clairement. J'ai pas compris hier ce que Alpine ils ont essayé de faire en fait. Le mec il fait un week-end juste parfait, il est ultra impressionnant en qualif. Enfin, je comprends pas comment à son âge tu peux performer à ce niveau-là. Il a quoi, 41 ans maintenant, un truc comme ça, c'est En juillet. et enfin on parle quand même, tu vois, d'Ocon qui est connu pour être bon sous la pluie. Très bon pilote et il lui a mis je sais pas une seconde à peu plus d'une près, seconde, plus d'une seconde. 7, je crois. Hein. Je l'ai pas le chiffre secondes, il me exact. Je sais semble. pas, mais bref, il l'a atomisé tout le week-end, que ce soit sur le sec ou sous la pluie. Et même, il avait globalement un bon rythme de course. Et puis, ouais, ça voulait se faire, quoi. Hein. Ce dimanche, c'était pas prévu qu'il marque beaucoup de points, je sais pas pourquoi. Il pouvait franchement finir P6, P5, tu vois, il avait le rythme pour. Et puis, ouais, il a pas trop de chance, notre ami Fernando, quoi. L'exemple du truc, c'est quand même le déclenchement de la VSC et de la manière dont la VSC se passe pour lui. La VSC se déclenche dans le virage 1. Dommage. C'est-à-dire qu'il a tout le tour en VSC à faire. La deuxième. La deuxième. Ouais, la deuxième. pardon. Et au moment du restart, c'est le moment où il est dans le dernier virage, quoi. Donc, il a manqué de chance à ce niveau-là. Sur le premier call, Alpine aurait pu faire quelque chose. Mais c'est vrai que peut-être on n'a pas encore toutes les cartes pour sentir les coups comme il faut chez Alpine, et que j'ai un peu l'impression qu'on a laissé Fernando Alonso se débrouiller ce week-end. C'est un peu dommage. Peut-être qu'ils ont essayé de l'aider, mais bon, quand on entend Alonso dire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quand je sais plus qui se retrouve derrière Esteban Ocon, je crois que Hamilton, je crois. Hamilton, quand on l'entend dire c'est pas juste, faut que je repasse devant, enfin machin, on a l'impression dans la communication qu'il a, qu'il s'est senti un peu tout seul ce week-end. Alors, il n'a pas à dire ça, il n'a pas à quémander de repasser devant son coéquipier, ça on est tout à fait d'accord. Mais dans la com, dans la manière de faire, on a l'impression qu'Alpine était très heureux d'avoir Fernando Alonso, et qu'Alonso était un petit peu en mode bon, avec n'importe quel monoplace je l'aurais fait parce que c'est la pluie, et concrètement vous m'avez pas beaucoup aidé les gars. Donc voilà, j'ai un peu le sentiment que quand on parle à Laurent Rossi de prolonger Alonso, c'est plus est-ce que Alonso va vouloir prolonger qu'Alpine le plan, à mon avis. Mais
Sur le manque de réussite, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison, aussi bien les problèmes mécaniques, les problèmes quand Alpine pourrit la qualif de Fernando Alonso à Barcelone, quand qu'est-ce qu'on a encore, on a l'accident je crois avec Mick Schumacher à Imola. La fiabilité à Jeddah. Oui, ça, c'est vrai que je les ai mis dans les problèmes de mécanique. Maintenant, tu as la virtual safety car qui n'arrive pas au bon moment. Effectivement, tu te retrouves dans une situation, et en plus, il nous avait prévenu, il nous a pas pris en traître. Laurent Rossi nous a prévenu en début de saison, la performance avant la fiabilité. Aujourd'hui, tous les problèmes de fiabilité tombent sur Fernando Alonso, c'est la vie. Maintenant, moi, ce qui me dérange plus, c'est que les problèmes de fiabilité, j'allais dire, tu peux rien y faire. Si, tu peux y faire quelque chose, mais il faut que toi, déjà, tu sois irréprochable. Et Alonso, on en avait parlé déjà, je ne sais pas si tu te souviens, la saison dernière, notamment ce qui s'était passé en Autriche, quand au premier virage, au départ, je crois que c'est Ricciardo qui passe tout le monde par l'extérieur, au-delà de la ligne blanche, et Fernando Alonso était scandalisé qu'il n'y ait pas eu de pénalité. Et Alonso, à ce moment-là, en zone mixte, dit... Non mais si aujourd'hui la F1 c'est ça, moi aussi je vais commencer à faire n'importe quoi au premier tour. Et on se souvient de ce qu'il avait fait à Sochi. Il avait même pas pris le premier virage, il avait court-circuité. Moi sur le coup ça m'a fait sourire parce qu'il voulait montrer au monde la contradiction de la décision des commissaires de piste par rapport aux différentes décisions. Sauf que là tu te retrouves dans une situation où Fernando Alonso, déjà à Miami, il coupe volontairement un virage pour avoir le DRS. Il a été sanctionné. Ouais. Et là, je ne sais pas si vous avez vu la caméra embarquée de Valtteri Bottas sur le dernier tour. Je les ai comptés. Il fait 7 changements de direction sur la dernière ligne droite, la ligne droite DRS, pour empêcher Valtteri Bottas de passer. Et Valtteri Bottas est obligé de lever le pied alors qu'il est à fond, qu'il a le DRS ouvert pour justement ne pas percuter Fernando Alonso. Il ne faut pas qu'il se prenne plus grand que ce qu'il n'est, c'est un très grand pilote. Et à mes yeux, il fait partie des plus grands. En tout cas, pour moi, c'est encore une fois, je le redis, le meilleur pilote que j'ai vu en Formule 1. C'est important de le dire, Hamza, je trouve. Mais il faut vraiment être clair sur ce point. Il ne faut pas qu'il se prenne pour le patron de la Formule 1, parce que ça, finalement, ça ne reste qu'un pilote. Et encore une fois, parce qu'il voulait peut-être faire appliquer le règlement, on l'avait vu notamment sur la jurisprudence Ocon à Monaco, l'accrochage avec le petit contact et la pénalité. À l'époque, le règlement disait, enfin c'est toujours le cas, disait il faut qu'une partie importante de la voiture soit à hauteur. Donc là, en faisant des zigzags, t'empêches Valtteri Bottas d'être à un moment à la hauteur. Si t'es plus lent, si t'as un problème moteur qui te coûte une seconde au tour, tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu quand Esteban Ocon, et c'est ce que moi j'ai compris notamment sur la caméra, sur la radio et après en zone mixte, il y a une stratégie d'équipe encore une fois, et ça on peut les louer du côté d'Alpine, il y a une stratégie d'équipe pour permettre à Fernando Alonso d'avoir le DRS, pour se défendre d'abord face à Leclerc, puis face à Bottas. Bravo, on essaye d'optimiser ou en tout cas de gérer les problèmes qu'a Fernando Alonso. Mais à un moment, si tu peux pas, tu peux pas. C'est la frustration qu'a parlé aussi. Il l'a dit, c'est marrant parce que la question lui a été posée en zone mixte après. Il dit, en fait, avec ce problème moteur, j'étais obligé d'attaquer sur les vibreurs, d'attaquer dans les virages pour essayer justement d'avoir le DRS, parce qu'en ayant le DRS, c'est comme ça, entre guillemets, que je perdais pas de temps en ligne droite. Et il a rajouté, j'ai été obligé de conduire comme un kamikaze. C'est presque un aveu de faiblesse. Et c'est vrai que dans la carrière de Fernando Alonso, ces phases de frustration où il devient un petit peu outrancier, même beaucoup outrancier sur la piste, on l'a déjà vu. Rappelle-toi Abu Dhabi 2018, pour sa dernière course avant de partir dans une semi-retraite, il avait court-circuité toutes les chicanes parce qu'il était 11e et qu'il justement il voulait aller marquer un petit point pour finir dans le top 10. Et voilà, c'est aussi le personnage Fernando Alonso, mais tu as raison de dire qu'il faut d'abord être irréprochable avant de... Après c'est rageant, c'est rageant, parce que ça fait caprice un peu. Je coupe partout parce que j'ai pas le résultat que je veux, ça fait un peu caprice quand même. Oui, c'est Fernando Alonso aussi, c'est une autre facette de sa personnalité, t'as raison. Enfin voilà, en tout cas, pour Alpine et Fernando Alonso. Dernier enseignement, les gars. Parlons d'un pilote dont on n'a pas parlé depuis le début de cette saison. C'est bien sûr G.I. Joe. Voilà, c'est le nouveau surnom donné par Brice Germain. Wang Yu Zhou, qui a réalisé son meilleur week-end. Et cette question, justement, qui a été inspirée par Brice hier dans l'émission Pole Position sur Winamax. Est-ce que ce garçon-là ne serait pas mieux qu'un simple pilote payant? Il a réalisé, je vous le disais, son meilleur week-end en carrière. Lui qui a accroché sa première Q3 sous la pluie en plus, qui quand même doit dénoter d'un certain talent. Il a fait 8e après, bien sûr, la pénalité subie par Alonso. Première arrivée dans les points pour Joe depuis Bahreïn, qui était le premier rendez-vous de cette saison où il avait fait P10. Et puis surtout, la fin d'une série noire. Parce qu'il a quand même connu 3 abandons sur bris mécanique sur les 4 derniers Grands Prix. Il a réalisé d'autant plus dans l'impression une course
course d'attaque, avec cet excellent rythme de course, de jolis dépassements. Je ne sais pas si vous avez vu celui, notamment sur Sébastien Vettel en fin de course, qui a scellé, on va dire d'ailleurs, son destin au Canada. Lui qui dit se sentir de mieux en mieux au sein du paddock. Mais alors, petite indiscrétion des pistonnés, on a l'occasion de discuter un peu avec certains insiders justement de la F1, de la F2 et de la F3. Et il dégage un certain scepticisme autour de Joe, dont on dit qu'il ne resterait qu'une saison en Formule 1, dont on dit que c'était l'occasion pour Alfa Romeo d'atteindre le budget cap avec les fonds qu'il apporte. Nous, on a la sensation, avec un regard un petit peu plus reculé, que ce garçon a peut-être quelque chose, que c'est pas qu'un simple pilote payant. C'est quoi ton avis un petit peu, Isaac, sur Joe ? Ouais, je pense qu'il est bon, mais c'est un bon pilote de F1, mais sans plus. Franchement, passable, quoi. Ouais, enfin, tu fais 3 saisons de Formule 2, mon gars, tu peux pas prétendre à être champion du monde un jour. Et après, ce qui est bien, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est de voir qu'un mec comme lui, au bout de sa 3e saison, qui fait que 3e du championnat, il marque des points en F1, et ça en dit long sur le niveau de Oscar Piastri. Je pense que ce mec, quand il va arriver en F1, ça va faire très 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 mal. Et non, mais je suis content pour lui parce que je pense que ça n'a pas dû être facile sur ses premiers Grands Prix, beaucoup de critiques et tout ça. Et puis pour avoir couru avec lui, j'ai eu la chance d'avoir couru avec lui. Il est bon, mais c'est pas non plus. Ça m'a pas. J'avais 16 ans, je sortais de la F4. Il avait déjà fait 2 saisons de Formule 2. Et on va dire que j'étais presque dans son rythme, donc ça m'a pas marqué en fait. Voilà, c'est pas. Bon point de comparaison. Après, lui aussi a eu des problèmes mécaniques sur ses dernières courses. Sur les 3 des 5 dernières courses, il a eu aussi des problèmes. Moi, je me souviens de Bakou, évidemment, avec le moteur Ferrari, alors qu'il était dans les points. Je crois qu'il y a Barcelone et Miami aussi, où il connaît des difficultés. Est-ce que Guan Yu Zhou, c'est vrai qu'il passe un peu inaperçu sur l'ensemble des courses? Regardez les résultats, je crois qu'il n'a que 4 points ou 3 points. Tu te dis, bon, bah, c'est pas... Après, au final, il est, je trouve, pas ridicule, en tout cas. Pas ridicule, et je trouve qu'il mérite, en tout cas, qu'on porte un peu plus d'attention sur lui jusqu'à la trêve, et puis peut-être sur la deuxième partie de saison, parce que déjà, Valtteri Bottas, qui est un très bon pilote, on s'en est jamais caché, qui est le patron d'Alpha, la concurrence n'est pas forcément évidente à gérer quand tu arrives, comme tu le disais, de 3 saisons de Formule 2. Et Claude vient de chez Mercedes. Oui, en plus. Mais Lewis Hamilton. Là, qu'on soit clair, on n'en fait pas un enseignement pour se dire attention, c'est futur champion du monde. Hein. Ah non. Moi, je trouve que simplement, c'est bien de montrer une chose, c'est qu'avec l'étiquette qu'il a, que Nikita Mazepin, que Lance Stroll ont porté avant lui, et ben avec cette étiquette-là, franchement, j'allais dire un truc, mais il sait conduire entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que on est plus que sur la simple figuration et le simple budget. Je trouve quand même qu'il amène à Alfa Romeo quelque chose dans cette deuxième voiture, quelque chose pour épauler Valtteri Bottas. J'ai trouvé sa course d'hier très propre, très intelligente. Effectivement, il a eu plein de déboires mécaniques avant. Alors oui, comme disait Isaac, c'est vrai que 3 saisons en F2. Généralement, ça prouve quand même qu'il te manque quand même le petit plus pour être de Stars of Tomorrow, comme ils disent dans le générique de la F2. Mais pour autant, si on fait un parallèle actuel aujourd'hui, l'étiquette qui est dégradante dans ce sport qu'a Guan Yu Zhou de pilote payant, vis-à-vis de l'autre étiquette complètement élogieuse qu'a Mick Schumacher en tant que fils de Michael Schumacher, aujourd'hui, qui aide le plus son équipe? Je pense que Guan Yu Zhou aide plus Alfa Romeo que Mick Schumacher n'aide Haas. Parce que Mick Schumacher a cassé plus de voitures. Mais alors, hier, c'est pas sa faute, hein, ce qui arrive à Mick Schumacher. Mais aujourd'hui, qui a plus de crédit dans la tête des gens? Je pense que Mick Schumacher a encore plus de crédit, de par son nom, de par sa filière, que Guan Yu Zhou, parce que l'argent. Totalement. Maintenant, faut aussi être honnête et se dire que Guan Yu Zhou, s'il parvient aussi à performer et à parfois viser des top 10 ou presque top 10, je crois qu'il fait 2 11e place, c'est aussi parce qu'il a la monoplace pour. Je parlais tout à l'heure de Latifi. Ouais. Si Guan Yu Zhou, tu le mets chez Williams, bah peut-être qu'il se retrouve en fond de grille et qu'il parviendrait à se démarquer face à son coéquipier si c'est Latifi. Mais peut-être que c'est pour ça pourquoi c'est aussi délicat d'émettre un jugement sur des pilotes de fond de grille, parce que tu n'arrives pas à savoir et aussi le rookie, parce que tu n'arrives pas à savoir le rapport par rapport
à la performance de la monoplace. Mick Schumacher, on en a fait la saison dernière parce qu'il a pulvérisé Nikita Mazepin. Il se trouve aujourd'hui qu'il est peut-être un peu plus en difficulté par rapport à un coéquipier d'expérience, en l'occurrence Kevin Magnussen. Maintenant, sur Guan Yu Zhou, encore une fois, je trouve qu'il faut être... moi, pour être honnête, c'est vrai que c'est un pilote que j'ai pas trop suivi sur le début de saison. Mais forcément, je vais regarder avec attention ce qu'il va faire sur les prochaines courses. J'ai l'impression qu'en fait, il a cette étiquette, c'est un petit peu ce que Isaac disait. Vu qu'il a passé ces 3 saisons en F2, qu'il n'a pas réussi à être champion, qu'il a été battu notamment par Oscar Piastri, qui connaissait sa toute première saison en F2, j'ai l'impression qu'il a vraiment cette étiquette et que quelque part, on ne va pas lui laisser du temps. Pour vous dire les échos qu'on a de gens qui sont en inside, bien sûr, au sein du F1 Circus et des paddocks, on nous dit aujourd'hui c'est le maillon faible d'une écurie comme Alfa Romeo qui a une voiture compétitive, et la réflexion pour Alfa Romeo, ça sera de se dire est-ce que quelque part les millions qu'apporte Joe sont véritablement nécessaires? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre un pilote qualitatif à côté de Valtteri Bottas, parce qu'à la fin, eh bien avec les points accumulés, les droits télé et les recettes entre guillemets FIA, eh bien Alfa Romeo récupérera ses millions si ce n'est plus. Mais avec le budget capé, est-ce que tu as besoin de son argent? Alors, l'idée d'Alfa Romeo, c'était de s'approcher justement du cap budgétaire, parce qu'ils étaient vraiment en dessous du cap budgétaire et ça aurait aidé. On rappelle qu'il apporte entre 8 et 12 millions, je crois, d'euros. Mais c'est même presque pire que ça. C'est que, encore une fois, des échos qu'on a, depuis le début de saison, il y a, entre guillemets, un plan chez Alpha qui considère que Guan Yu Zhou, c'est 1 an. C'est-à-dire qu'avant même de voir des résultats potentiels, on a considéré chez Alpha, dans un des plans, que Guan Yu Zhou, peu importe ce qu'il allait faire, c'était 1 an. C'est-à-dire que, vraiment, viens pour ton argent. Limite, en fait, on te fait payer une école de pilotage d'1 an en F1, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Donc, peut-être qu'il a été mal considéré. Isaac nous le dit, c'est pas forcément le meilleur pilote de tous les temps, tu vois. Quand tu vois ses références, mais pour autant, si à la fin de saison, il te met 40 points avec Bottas à 55 points, on va dire, je te dis une bêtise, hein, bah en fait, t'as plus trop la légitimité de dire à ton gars, bon écoute, t'as été mauvais, tu vois. Ça. Il se laisse pas l'opportunité de dire au gars, genre bah non, mais t'as fait une bonne saison, on peut te garder, quoi. Tu débarques en F1 avec une image, effectivement 3 ans en F2, mais si sur 1 an en F1 tu performes, bah là, j'aimerais pas être à la place de Frédéric Vasseur. Exactement. Isaac, je suis obligé de te faire réagir là-dessus parce que l'argent dans le sport automobile, c'est toujours une question. Comment, quand on a ton âge, on rappelle, tu as 17 ans, quand on a ton âge et que justement le principe de méritocratie, c'est-à-dire que les résultats seuls ne suffisent pas, que l'argent est très important dès l'entrée en karting, etc. Comment on arrive à garder le cap? Comment on n'est pas dégoûté, entre guillemets? Oh non, t'es toujours dégoûté, ça c'est sûr. Je le serai toujours. Bah écoute, faut faire la différence, tu vois. Après, moi, je suis pas à plaindre non plus. Il y a vraiment pire. Hein, ils peuvent même pas commencer le karting. Bien sûr. Moi, j'ai eu de la chance quand même d'avoir déjà des partenaires. Maintenant, j'ai Red Bull, j'ai l'équipe de France. Sinon, tout seul, jamais j'y arriverais, ça c'est sûr. Mais même depuis le karting, j'ai été aidé. Mais sans mes parents, clairement, c'était finito. Il y avait rien à dire là-dessus, et puis ouais, ça fait mal au cœur, et en même temps j'en suis fier maintenant, tu vois, quand là, je suis en F3 quand même chez Hightech, je me bats avec les meilleurs. Maintenant, quand j'y repense au karting, quand je roulais, je me souviens 2018, j'arrivais au championnat d'Europe, tu vois, j'avais un programme de quoi, à l'année j'avais 9 courses, les autres ils en faisaient 25. Je sais pas, je roulais contre Adrien David, Paul Aron, Gabriel Emini, tu vois, ces noms-là, même Beganovic, je sais pas. Maintenant, moi, je suis en F3, ils sont toujours en formule régionale, tu vois. Après, Adrien David, tu vois, je suis pote avec lui, il n'y a pas de problème, c'est un très bon pilote. Et on l'embrasse d'ailleurs, on l'aime beaucoup. Lui, il en souffre des problèmes de budget. Complètement. Il a le niveau de monter en F3, d'ailleurs, il me l'a mise l'année dernière en régionale. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que si t'es vraiment très, 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 très bon, tu peux arriver à faire la différence. Et il faut que, je sais pas, la FIA ou quelque chose fasse quelque chose. Il y en a, ils peuvent même pas commencer le karting. Comment tu peux même pas savoir s'ils sont faits pour ou pas. Je trouve que c'est vraiment un sport assez frustrant. Ouais, maintenant que tu es en F3, tu es plus serein financièrement que tu l'étais il y a 2-3 ans en formule de promotion ou en karting. Ou s'il y a encore des marches tellement grandes que... Non, franchement, je pense qu'on a fait le plus dur, tu vois. Maintenant, si tu performes... Oui, on peut te voir maintenant. On va s'occuper de toi, voilà, c'est ça. T'es dans le paddock F1 quand même, tu vois. Donc, si tu performes, il y a de quoi aller loin. Mais le plus dur, il a été fait, je pense.
Et on va en parler. Ce sera mercredi pour la deuxième partie. Mais juste avant, on fait un point sur le classement, bien sûr, des pilotes et des constructeurs. Max Verstappen qui continue d'accroître son avance, on le disait tout à l'heure, au championnat du monde, avec 46 points d'avance sur Pérez, 49 sur Charles Leclerc également. Russell qui reste quand même toujours en embuscade, on en parlait, qui est devant justement Carlos Sainz. Et puis du côté des constructeurs, eh bien l'écart aussi également qui s'accroît entre Red Bull et Ferrari. Voilà en tout cas pour ce qu'il fallait vous dire. Et puis vous le voyez, cette lutte à 3, hein, McLaren, Alpine, Alfa Romeo, ça risque d'être intéressant jusqu'à la fin de cette saison. Très rapidement, samedi, il y avait une émission, dimanche, pardon, il y avait une émission exceptionnelle sur Winamax avec l'émission Pole Position. Regardez cette vignette, elle est absolument extraordinaire. Il y a un titre vraiment qui nous tient particulièrement à cœur. C'est une vraie question qu'on s'est posée. Est-ce qu'Alonso est immortel ? Je ne vous en dis pas plus. Allez voir bien sûr sur la chaîne Winamax la réponse apportée par le Pit Stop, Brice Germain et moi-même sur la question. On a aussi débriefé une petite image qui est sortie dimanche matin. Charles Leclerc et Pierre Gasly ont passé la soirée de samedi soir ensemble. On en parlait et je veux prendre vos avis très rapidement juste derrière. C'est une image qui a été postée sur le compte Instagram de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui était en voiture hier soir à Montréal avec son ami Pierre Gasly, ami d'enfance. Pierre Gasly s'est amusé à faire une petite blague en ayant une casquette Ferrari sur la tête et ça a mis un petit peu tous les réseaux en émoi. Et tac, la scène sur la tête. Tac, on est bon. Ça m'a plus fait rire qu'Helmut Marko, en tout cas, ça c'est sûr. Tu me feras pas croire que et Charles Leclerc et Pierre Gasly savent que s'ils postent ça sur Instagram, ça va pas faire un tollé. En fait, ce qu'il faut voir, c'est le timing. C'est-à-dire, si dans la voiture, ça a dû dire, ça te dérange pas que je la poste, Gasly a dû dire, c'est évident. Je m'en fous. Ouais. Ah oui. Et le je m'en fous, il intervient après la signature de Sergio Pérez chez Red Bull. Et le fait que lui ne veut pas continuer chez AlphaTauri, il veut trouver un baquet. Et les propos d'Helmut Marko, oui, donc qui explique qu'en 2023, de Franz Tost, qui explique qu'en 2023, Pierre Gasly sera un pilote AlphaTauri. Ouais, donc tu sais. Mais après, voilà. C'est exactement pour ça que ces vidéos sont aussi néfastes, c'est que là on spécule. Bien sûr. Imaginez ce qu'ils se sont dit avant et après, tu sais. Peut-être qu'ils se sont dit, tiens, ils veulent que je reste chez AlphaTauri, je vais mettre une casquette d'une autre équipe. Non, on sait rien. Donc voilà, ne surinterprétons pas. Ne surinterprétons pas. Excellent propos, bien sûr, notre ami le Pit Stop qui passe le bonjour d'ailleurs, Antoine, avec qui tu avais fait une très très belle vidéo, je sais, sur Twitch il y a quelques semaines. Ton avis, Helmut Marko était énervé de cette histoire de la casquette. Est-ce que toi tu l'aurais fait ? Est-ce que toi tu l'aurais posté sur les réseaux, Isaac ? J'en ai aucune idée, tu vois, genre moi j'ai vu ça, j'ai rigolé direct, tu vois. T'en as pas fait des caisses comme nous journalistes, évidemment. Non, tu vois, franchement, mais tu vois, c'est fou quand même que ces mecs, ils ont un tel pouvoir, tu vois, genre le mec il poste une story et on va parler comme ça, tu vois, alors que... Ah, c'est Gasly, hein. Ouais. C'est Gasly avec Red Bull, Non mais oui, c'est vrai que c'est chaud, mais bon, je pense que... Ils savent ce qu'ils font, tu vois. Charles lui a dit, il a pas balancé ça comme ça, il lui a dit, tu veux que je mette ça, même limite, je sais pas s'il veut passer un message à Gasly en faisant ça, mais bon. Tu feras gaffe la prochaine fois que Victor te filme, du coup. Ouais. Non, moi c'est plus chaud, tu vois. Si je mets un truc Ferrari ou quoi, je suis un peu, non, pas. Faut pas que tu le fasses tout de suite. Non. Attendez, champion du monde. Ouais, c'est clair. Hamza, juste, à ton avis, il y a un message de com ou non ? C'est juste nous, on s'enflamme et on en fait des caisses avec n'importe quoi. Comme le dit Isaac, ils savent très bien ce qu'ils font. Ouais. Ils savaient tous les deux, savaient que ça allait faire parler. D'accord. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Pierre Gasly sera chez Ferrari pas cette saison ? Non. Voilà, c'est juste, ils voulaient s'amuser, ils étaient en soirée après, Carlos a après une séance de qualification. Et quelques jus d'orange, bien évidemment. Souvent de naranja. Voilà les amis, en tout cas pour ce débrief du Grand Prix du Canada qui se déroulait à Montréal. Je vous propose tout de suite de regarder qu'est-ce qui vous attend pour mercredi. Soyez au rendez-vous parce que c'est un vrai sujet. On profite de l'avenue d'Isaac pour parler de la filière Red Bull. Et cette question, alors Isaac, c'est comment la filière Red Bull ? On verra comment se passe la sélection. Ça va être un sujet extraordinaire. Il va falloir que tu nous parles de Helmut Marko parce que tu sais que les Français ont toujours du mal un petit peu avec notre ami Helmut. Mais je sais que toi, tu as de très très bonnes relations. Donc j'ai envie que tu nous expliques comment justement il gère ses pilotes. Et puis on sait que les Français ont un passif un peu spécial avec la filière Red Bull. Et on essaiera de comprendre pourquoi avec toi justement ça pourrait fonctionner un petit peu mieux et différemment. Tu nous parleras aussi également de ta saison de F3. Tu es pour nous en tout cas la révélation de ce début de saison. Et on embrasse aussi bien sûr Victor Martins qui est actuellement le leader. Je pense qu'on va avoir un petit mano à mano de Français. Mais ça, on en parle mercredi. Merci les amis. Prenez soin de vous. Bon début de semaine. N'oubliez pas votre rendez-vous mi-semaine, midi, mercredi. On se retrouve toujours avec Isaac, toujours avec Brice et Hamza.